Pour beaucoup de gens, la France, c'est fini. La France, c'est ringard, c'est terminé, c'est trop petit. Vous aviez dès 1974 le président Giscard d'Estaing, aussitôt élu, qui d'ailleurs avait fait une partie de sa conférence de presse d'avènement, si j'ose dire, en anglais, et qui, quelque temps après, vous n'avez pas vécu ça parce que vous n'étiez pas né, mais en 1974, hein, vous n'étiez pas né pour la plupart. Eh bien, il promenait quelque temps après à la télévision, d'une manière très pédagogique, n'est-ce pas, la carte de la France sur le globe, ou sur une carte, c'était un planisphère en fait, c'est une carte du monde, et pour nous démontrer que la France, c'était trop petit, que ça représentait 1% seulement de la population mondiale, et quand on promène la carte effectivement sur la map monde, ou sur le planisphère, eh bien, on trouve qu'effectivement, c'est pas très grand. Bon. Il oubliait de nous dire que la grandeur de la France, c'est tout à fait autre chose que ça, mais il voulait nous persuader, comme ça se passe depuis des décennies, comme on le met dans vos esprits, dans l'esprit de vos parents, dans l'esprit de tout le monde depuis une quarantaine d'années, parce que c'est à peu près là que s'est produite une rupture profonde dans l'histoire de la France et dans beaucoup d'attitudes de notre politique et de notre vie en commun. On vous a seriné, pour parler familièrement cela, on vous a matraqué pour vous dire que la France, c'est plus au niveau, c'est plus à l'échelle du monde. Il faut les grands ensembles, il faut l'Europe, bien sûr, une Europe aussi unique possible, naturellement. Et la France, tout ça, bon, voilà. Donc, dans ce contexte-là, je vais vous dire que, dans mon sujet de ce soir, la France a des atouts absolument considérables, il y en a d'autres ailleurs. Mais je vais en citer un qui est particulièrement lié à ce dont je vais parler ce soir. Un atout dont on parle comme ça, à la légère, ou très légèrement, comme chez la plupart de nos élites qui sont plutôt légères dans ce pays, c'est le fait que la France a 11 200 000 km² de surface maritime. 11 200 000 km² de surface maritime. C'est juste derrière les États-Unis, le premier territoire maritime au monde, mais très peu derrière. Ça veut dire qu'il y a là, il avait oublié de dire ça, Giscard, quand il promenait la carte de France sur la carte du monde, c'est qu'il y a ces 11 200 000 km² de surface maritime. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait de l'eau. Oui. Bon, avec tout ce que vous imaginez, avec la désalinisation et tout ça, ce que l'on peut en faire, ou le dessalement si vous préférez. On peut en faire de la nourriture, non seulement les poissons et l'élevage des poissons, on peut en faire, il y a les algues aussi, on peut en faire surtout de l'énergie, de l'énergie des vagues, de l'énergie des courants, de l'énergie de la profondeur, des marées aussi, hein, comme il y en a un premier sous De Gaulle, il y a eu ça, enfin, commencé avant, mais bien terminé sous De Gaulle, l'usine marémotrice de la Rance. On peut en tirer de l'énergie par différence de température entre la surface et la profondeur. Des sources extraordinaires. Et énergie aussi parce qu'il y a sur le sol marin, c'est-à-dire les nodules polymétalliques, enfin, tout ça vous le savez, je passe rapidement, les ressources sous le sous-sol marin, c'est-à-dire des ressources fossiles, celles-là comme sous la terre, le pétrole et le gaz. C'est une richesse, un potentiel absolument considérable que l'on avait commencé à exploiter sous la Troisième République, que l'on a renforcé sous De Gaulle et Pompidou, et qui après a été, comment dirais-je, géré à la petite semaine. Alors bien sûr, il y a des institutions scientifiques, l'IFREMER, etc., qui continuent à s'occuper de toutes ces choses-là, mais de la main gauche, comme on s'occupe de la main gauche de ces questions de langue française et de francophonie dont je vais vous parler, et qui pour son pourtant un potentiel absolument considérable, dont on se demande ce que feraient certaines puissances voisines s'ils l'avaient à notre place. Quels atouts donc? Quels atouts, après vous avoir mené en bateau sur nos flots bleus, je vais vous parler des atouts proprement linguistiques et francophonie de la France. Alors d'abord, c'est la langue française. La langue française, et je réponds là à monsieur là-bas, la francophonie avec un petit f, c'est-à-dire le fait de parler français et l'existence de français un peu partout dans le monde, ça la francophonie avec un petit f, la
surface de la francophonie, si vous voulez, et la profondeur de la francophonie, et la profondeur aussi, vous verrez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce exactement? C'est la francophonie langue maternelle d'abord. Ça ne fait pas beaucoup par rapport aux autres grandes langues maternelles dans le monde. Ça fait 75 millions, quand on ajoute la France, un bout de Belgique, un bout de Suisse, enfin, vous savez tout ça. 75 millions. La francophonie, c'est 3,75 d'ailleurs. Vous y penserez, parce que vous êtes tous parisiens, ça vous servira à retenir un petit peu les trois choses. Donc, langue maternelle, 75 millions. Langue que j'appelle langue de culture, langue d'éducation et de culture. D'autres appellent ça langue seconde. C'est-à-dire, ce n'est pas une langue maternelle, mais les gens l'apprennent parce qu'ils suivent une scolarité en français un peu partout dans le monde, assez longue, 5 ans minimum, soit de primaire, soit de secondaire, peu importe, ou 5 ans à l'université, en français, à condition que ça reste en français à l'université, on y reviendra dans un instant. C'est la francophonie, donc, d'éducation et de culture, ou langue seconde. 75 millions encore, à peu près, hein, c'est arrondi, mais enfin, c'est à peu près exact. Et il y a 75 autres millions, j'appelais dans ma thèse de doctorat d'État et faite sur l'action culturelle de la France dans le monde, j'avais été le premier à écrire vraiment une thèse, quelque chose d'universitaire là-dessus, c'est un gros pavé de 2000 pages. C'est la francophonie des francisants. Alors, c'est ceux qui sont au palier en dessous des Français de langue seconde, enfin des gens qui possèdent le français comme langue seconde. Ils ne parlent pas aussi bien que les gens de langue seconde. Alors il y a toute une gradation jusque en bas. En bas, je commence pas par les ignorants totaux du français, bien sûr, mais je commence en gros par l'équivalent de 2 ans de Berlitz ou 2 ans d'Alliance française à 3 heures par semaine, comme ça se passe un peu partout dans le monde, là où il y a les alliances françaises ou les centres culturels français. On y reviendra sur ça. Voilà, 3,75 si vous voulez. Et, bon, alors ça fait 225, ça n'est pas une des premières, même avec ces 3 nuances, si vous voulez, une des premières langues du monde, loin de là. C'est inférieur non seulement à l'anglais que l'on sait, mais l'anglais n'est pas tellement au-dessus, selon les mêmes critères. Il n'est pas tellement au-dessus de ces chiffres. Bien sûr, il est à quelques centaines de milliers au-dessus, mais quelques centaines de milliers seulement. Ça n'est pas les 7 millions d'habitants de la planète. Quand même le savoir. Même lorsqu'on parle des anglicisants, pourtant c'est très répandu, c'est les anglicisants qui sont les plus nombreux, plus que les anglais les anglophones de langue seconde ou les anglophones maternels a fortiori. Mais une langue supérieure au français en nombre, c'est l'espagnol. C'est bien sûr le chinois avec ses 3 variétés de Hakka, de cantonais et de mandarin surtout. Bien, voilà. Même le portugais est plus fort en langue maternelle en tout cas, et même oui, mais surtout en grâce à la langue maternelle essentiellement, à cause naturellement du Brésil. Bien. Parce que le Brésil est un pays de près de 200 millions d'habitants où les gens parlent le portugais brésilien comme langue, enfin, le plus souvent, enfin, à part les Indiens de la forêt amazonienne, ils le parlent comme langue maternelle ou en tout cas langue très solidement ancrée. Donc ça c'est une puissance et ils ont un développement comme les hispanophones voisins, un développement potentiel considérable par ce qu'on appelle les ventres, tout simplement. C'est parce qu'ils fabriquent beaucoup de francophones de langue maternelle. Voilà. Ils ont une croissance démographique forte. Donc ça c'est le contexte du nombre. Et quant au nombre, quand on fait des projections, vous êtes peut-être vu dans la presse, on se gargarise parfois, on vous dit vous m'entendez assez au fait, là oui, c'est assez proche, le micro, ça va? Bon. Quand on fait des projections, enfin vous lisez ça dans des journaux, on vous dit oui mais attendez, il y a un potentiel considérable, c'est l'Afrique, et en 2050, les francophones seront à peu près 750 millions dans le monde. Voilà ce que l'on vous sert. Attention, ça pourrait être le cas avec éventuellement des langues secondes et francisants, francophones de langue seconde ou d'éducation et de culture et des francisants, mais à des conditions qu'on oublie de vous rappeler quand on vous parle de ça, c'est qu'il faut encore que les pays africains, d'abord il faut encore que la France garde le français chez elle.
parce que c'est elle quand même la matrice et la mère, et l'exemple pour les autres, le modèle. Bon, si la France abandonne le français pour passer à l'anglais comme on le fait dans le supérieur à l'heure actuelle, on y reviendra, ça ne va plus. Bon, ensuite, il faut que ces pays africains décident politiquement de garder le français, qui est très fragile chez eux encore, bien qu'il y a des pays où on a beaucoup de francophones, mais c'est très nuancé. Hein. Il y a des pays, y compris les plus réputés francophones, comme le Sénégal. On parle du Sénégal parce qu'il y a eu Senghor, il y a eu tout ça. Le Sénégal, il n'y a pas plus de 20% de francophones au Sénégal. Je veux dire de gens capables de vraiment mener des conversations d'un certain niveau couramment. Alors il y en a d'autres qui sont comme la Côte d'Ivoire, comme le Gabon, etc., qui sont beaucoup plus francophones, même le Zaïre, enfin l'ex-Zaïre, la République démocratique du Congo. Le Congo-Brazzaville, bien sûr, est très... Voilà. Mais il faut donc que ces pays décident de garder le français comme langue officielle, comme langue de leurs médias, comme langue, et c'est pas forcément conjugué, hein, mais en tout cas, et comme langue aussi de l'enseignement du français, mais surtout de l'enseignement en français pour la plupart de ces pays. Il faut qu'ils le décident, ce qui n'est pas forcément éternel, encore une fois, si la France cesse de montrer l'exemple, notamment. Bien. Et puis, il faut aussi que la qualité de cet enseignement demeure, que l'on trouve les profs, qu'on les forme, etc., continuent à en former, parce qu'il y a une dégradation à l'heure actuelle de l'enseignement du français dans certains pays africains, pas dans tous, mais dans certains pays africains. Donc, méfiez-vous des chiffres. Je vous donne quelque chose de très honnête, je crois, là, ce soir. Je suis toujours très, très réaliste. Mais il n'en reste pas moins que tout ce que je viens de vous présenter là sur le plan du nombre, ça n'est pas acheté à la poubelle. Il y a quelque chose à en faire de tout ça. Et du potentiel aussi, s'il y a une volonté politique dans ce pays, ce qui n'est pas le cas. Et puis, le français est aussi la langue, une des langues internationales, en tout cas de la plus grande partie des institutions internationales. Je ne donne pas de détails, mais il suffit de savoir ça. Alors, dans bien des cas, il y a une dégradation là aussi, l'anglais le pousse, le chasse, etc., dans beaucoup de ces institutions, mais sur le papier, le français est toujours. C'est-à-dire que si, encore une fois, il y avait un sursaut en France et ailleurs sur l'ensemble de la francophonie, plus ou moins lié dans ces domaines-là, fédéré dans ces domaines-là, il y aurait une reprise tout à fait possible. Voilà. Il y a donc un potentiel considérable sur le plan du nombre et de la situation, du statut de la langue française. Voilà. Et puis, quittons la langue. Il faut aussi savoir que naturellement, la langue française est apprise, et la langue la plus apprise, je veux dire, l'apprentissage de la langue est l'apprentissage le plus répandu sur l'ensemble de la planète. Sur l'ensemble de la planète. Si bien en Asie que l'apprentissage est partout. De même que, quand je vous parlais tout à l'heure de l'espace maritime il est fait en bonne partie par nos dom-toms, nos territoires, départements, maintenant on les appelle les départements et régions d'outre-mer, les DROM-COM, collectivités d'outre-mer. Ça représente d'ailleurs aussi, et sur le plan du français, et sur le plan, comment dirais-je, du modèle de vivre ensemble, et du modèle de dialogue des cultures, dont on parle souvent, ça représente un atout également considérable, mais c'est, pour rejoindre ce que je vous disais il y a un instant, c'est que c'est ces dom-toms-là, ou ces drom-com, qui font les espaces maritimes pour l'essentiel, notamment la Polynésie. C'est immense l'espace maritime de la Polynésie. Immense. Dans l'océan Indien aussi. L'océan Indien est pratiquement un lac, pas francophone entièrement bien sûr, mais je parle des îles du sud-ouest de l'océan Indien, c'est pratiquement un lac à majorité francophone, et la commission de l'océan Indien, il y a des commissions, il y a des institutions internationales comme ça, l'unité africaine et tout ça, il y a une commission de l'océan Indien, qui est l'institution internationale de ces pays, qui est essentiellement francophone. Voilà. Donc, des atouts sur ce plan-là. Des atouts aussi sur
nombre de pays qui font partie de la francophonie organisée, mais j'y reviens dans un instant. Avant de vous parler de la francophonie organisée, je voudrais vous dire que la France est aussi une puissance culturelle. Les Américains sont les premiers, les États-Uniens sont les premiers à dire que la France, c'est plus, à leurs yeux, une puissance sur le plan politique, économique, etc. Mais tous les Américains, enfin les États-Uniens, un peu au fait des choses, vous diront que la France reste une puissance culturelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils cherchent tellement à l'éliminer partout où elle exerce son truc. Parce que leur soft power à eux est gêné par l'action culturelle de la France dans le monde. C'est le rival, la France. C'est le principal des rivaux. C'est pas tellement l'hispanophonie qui est un rival, sauf peut-être aux États-Unis même, mais dans l'ensemble du monde, dans le reste du monde, c'est pas l'hispanophonie, c'est pas encore le chinois qui est le rival avec la culture chinoise, malgré tous les instituts Confucius qu'on installe un peu partout. C'est la France. C'est la France avec les francophones et leur réseau énorme culturel de soft power, comme ils appellent ça, c'est-à-dire d'action culturelle, comme je l'appelle, c'est le titre de ma thèse. Donc, une puissance culturelle. Une puissance culturelle, et c'est intéressant dans l'histoire, il y a des historiens parmi vous, j'en ai déjà repéré deux. Monsieur Legrand et puis Monsieur Blanchot. Avec un P? Non, B. B, hein, Blanchot. Tiens, c'est le jeune phoque, ça. Un Blanchot, non? Vous avez bien dit Blanchon? Blanchot. Ah, Blanchot, pardon. Si j'ai compris Blanchon, je commence à être un peu sourd. Hein. Quand on est vieux comme moi, à 80 ans, eh bien, voilà. Non, pardon, parce qu'un Blanchon, effectivement, c'est un petit phoque, un jeune phoque, les petits feux blancs qu'on assassine, qui faisait tellement bondir Brigitte Bardot. Ben, vous vous souvenez, c'était des Blanchons? Bon, pardon. Les Blanchots, on termine, on ferme la parenthèse, hein, mais il faut bien rire un peu, non? Bon, parce que c'est un exposé sérieux, finalement. Alors, elle a été construite comment, cette puissance culturelle? Elle n'a pas été construite d'abord, alors que ça jouera certes un rôle très important, par la colonisation, par la puissance de nos rois, etc. Pas tout de suite, en tout cas. Elle s'est construite d'abord sur la littérature. On l'ignore généralement. La puissance culturelle de la France s'est construite d'abord sur la littérature. Et la France de l'époque, la France du Moyen-Âge, la littérature française n'est pas forcément la plus grande du monde. Il y a des littératures aussi grandes que la littérature française, la littérature, bon, évidemment, anglaise, américaine, russe, allemande, espagnole, un temps, etc., ou sud-américaine aussi, l'Amérique du Sud, bon, bien. Mais c'est la seule qui a été constamment grande depuis 800 ans. C'est ça qu'il faut comprendre. 800 ans de rayonnement de la littérature française par le français et par la traduction. 800 ans. Ça a été le premier élément et ça a été constant, comme je viens de vous le dire. Et ça reste encore. On vient d'avoir un prix Nobel de littérature, encore une fois. Donc c'est pas tout à fait fini. Hein. Bon, même si c'est pas à la hauteur des très grands de notre histoire littéraire, mais enfin c'est quand même un Français qui a eu le prix Nobel cette année, en la personne de Patrick Modiano. Bien. Comme il y a eu d'ailleurs un économiste, mais qui lui travaille en anglais et écrit en anglais. Et enseigne en anglais dans son université à Toulouse. Bon, enfin bref. Voilà, donc une puissance culturelle par ce que je viens de vous dire, une puissance culturelle faite par le rayonnement de nos rois, effectivement, et surtout de François Ier, des suivants, et surtout de Louis XIII et Louis XIV, et ensuite de la Révolution. Par les idées, par les modèles créés, par le fait que les modes, les pensées françaises rayonnaient. La France est à peu près le seul pays qui a une soft power, une puissance culturelle ou une action culturelle dans le monde à employer le terme rayonnement. C'est amusant. Ça évoque naturellement le roi Soleil avec ce que l'on représente en dorure, avec les rayons du soleil autour de lui, etc. Rayonnement, rayonnement. Mais c'était une réalité
C'était une réalité, bien sûr, qui n'est plus autant le cas à l'heure actuelle, loin de là. Et c'est ça qui a fondé dans bien des pays du monde l'image de la France, l'image qui reste. Quelqu'un me parlait de ses voyages en Russie et de sa famille partiellement russe tout à l'heure, en disant que l'image de la France et le besoin d'avoir des liens avec la France est très fort. Et vous pouvez trouver ça dans bien des endroits. Il n'y a que nos élites elles n'ignorent pas totalement, elles en parlent même parfois, mais pour ne pas s'en pénétrer. Il y a qu'elles, pour ne pas s'en pénétrer. Nos grandes élites, soi-disant cultivées, sont très peu cultivées, nos élites à l'heure actuelle. On a envoyé qui? On a eu une politique de soft power. Les rois ont eu une politique. Quel roi? François Ier, on le retrouve, celui d'ailleurs qui avait fait l'édit de Villers-Cotterêts en 1539, en août 1539, qui est encore en vigueur. La langue française, de tous les actes devaient être faits, d'ailleurs tout ce qui... C'était langue officielle, ça ne voulait pas dire qu'on écrasait les patois, les langues régionales, etc. Mais ça veut dire que la langue, pour communiquer avec le roi, avec son administration, avec ses tribunaux, devait être le français. Donc langue officielle. En langage français et non autrement, comme disait l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Bon, mais lui avait aussi déjà une action culturelle, mais c'est surtout ses successeurs plus lointains, c'est-à-dire Louis XIII et Louis XIV, qui ont eu une véritable action culturelle. Et ensuite, on saute à la Troisième République, qui était très forte, l'action culturelle de la Troisième République. Mais il y a eu quelque chose qui s'est produit. J'ai le temps encore, oui, c'est important de parler d'histoire, là oui. Oui, on peut passer. J'ai largement le temps. Non, on peut passer à un autre sujet aussi. Comment? Je sais pas quelle heure il est en fait. Bon, on a commencé tard, hein. Ouais. On a commencé très tard. Faites comme bon vous semble. Bon, alors, on en parle dans les questions ensuite. Il y a deux choses. Je vais vous citer deux chiffres à retenir pour cette action culturelle. C'est que, contrairement à d'autres actions culturelles encore actuelles et autres soft powers, ça a été essentiellement une coopération moins dirigée de la centrale, de Paris, en quelque sorte, soit du royaume, soit avec l'accord, bien sûr, du royaume, mais presque plus spontanée que d'autres coopérations. Ça a été essentiellement une coopération d'hommes et de femmes. Et d'abord, de missionnaires. Les missionnaires, les amis, les missionnaires. Les missionnaires, je vais vous citer un chiffre pour ces missionnaires. Au plus fort de l'action qui avait été faite ensuite dans les négociations compliquées avec le pape, vous pourrez me poser une question là-dessus, parce que c'est très intéressant, sous Louis XIII, sous le Père Joseph. Père Joseph de nos livres d'histoire, François Leclerc du Tremblay. Et ensuite, les rois, donc, les rois ont encouragé sous les rois, puis ensuite sous la République, une République d'ailleurs qui continuait à encourager les écoles françaises à l'étranger, les écoles privées, les écoles religieuses à l'étranger, y compris dans la grande période du Petit Père-Combe et de la séparation des églises et de l'État, hein, de Waldeck-Rousseau, de Petit Père-Combe, enfin vous voyez tout ça, non? Oui, à peu près. Et y compris dans cette période-là, sur le budget de l'État, il y avait des aides aux religieux à l'étranger, alors que l'on chassait les congrégations de France. 1906, on chassait les congrégations. Mais on continuait. Et vous aviez un homme comme Waldeck-Rousseau qui disait « L'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation. L'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation. » Voilà. Donc on a retrouvé, même sous la République, ça. Et on peut vous citer en ce qui concerne, je peux vous citer en ce qui concerne les religieux, dans la foulée de ce qui avait été lancé sous Louis XIII et Louis XIV, ce qui se passait en 1895, pleine période de la grande expansion coloniale et culturelle aussi de la Troisième République dans le monde. Sur 100 000 à peu près, arrondissons, peu importe l'exactitude dans la matière, mais l'ordre de grandeur.
100 000 missionnaires, expatriés, catholiques dans le monde, parce qu'il y a aussi les protestants qui s'y sont mis, mais très tard, après les catholiques, 200 ans après, à partir de 1822. C'est surtout les catholiques. Il y avait comme missionnaires catholiques expatriés, encore une fois, dans le monde, 45%, c'est-à-dire à peu près 45 000 Français, ou, un peu dans ce chiffre-là, francophones de Belgique, francophones de Suisse, et francophones du Canada. Des francophones. C'est-à-dire que dans la tripe, si vous voulez, de notre nation au sens large, eh bien, il y a le souci d'aller faire quelque chose pour les autres. Soigner, élever, enseigner. Retenez ça, parce que il n'y a pas d'exemple exact, pas d'exemple de cette ampleur. Il y a aussi, bien sûr, on a fait aussi d'autres choses très bien dans d'autres colonisations, en dehors des meurtres, des massacres que je citais tout à l'heure, des crimes. Avec cette ampleur-là, nous sommes les seuls. La France est la seule. Enfin, les francophones, parce qu'il faut y compris donc les Belges francophones, les Suisses francophones, les Québécois, qu'on n'appelait pas encore les Québécois à l'époque, c'était les Canadiens français. Voilà. Eh bien, deuxième chiffre, nous sommes en 1965. 1965, un article d'ailleurs dans le Spiegel, je suis germaniste et lu cet article-là, j'étais tombé dessus, c'est très intéressant. L'article dans le Spiegel faisait une description de l'action culturelle sous De Gaulle. 1965, c'était sous Charles de Gaulle. Hein. Et il disait ceci qui était tout à fait exact, il s'était procuré les chiffres, c'est que la France fournissait à peu près le tiers, c'était plus 45%, mais encore le tiers de tous les coopérants expatriés dans le monde, à elle seule, sans compter donc cette fois la Belgique, Canada, Français ou autres, etc. Le tiers des coopérants expatriés dans le monde, à elle seule. Alors qu'il y avait les Américains, le Peace Corps, il y avait des tas de choses, enfin, les Anglais, bien sûr, tout. Le tiers. Voilà, l'action culturelle de la France dans le monde. Ça vous fait une puissance culturelle et ça vous fait un héritage actuel que beaucoup de gens méprisent ou simplement ignorent. D'ailleurs, certains d'entre vous peut-être l'ignoraient, ou en tout cas l'ignoraient en bonne partie. Eh bien, il faut être conscient de tout ça. C'est votre tâche à vous de le dire autour de vous. Voilà, des atouts qui sont négligés, qui sont mis de la main gauche, traités de la main gauche, etc. Des atouts, et il y a en face de ça, je vais être plus bref là-dessus, mais je crois qu'il faut connaître d'abord ce socle essentiel, parce qu'on ne vous a pas appris ça à l'école, ni même trop à l'université. En face de ça, il y a une offensive énorme, une offensive tous azimuts contre tout ce qui est français et action culturelle de la France dans le monde, et langue française naturellement, et francophonie organisée dans le monde. J'ai oublié de vous dire que la francophonie organisée, elle existe sous la forme de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et qu'elle a, oui, j'allais oublier ça, il ne faut pas l'oublier, lorsqu'on parle de l'offensive, parce qu'elle subit aussi cette offensive en tant que telle. La francophonie, c'est 80 pays. Il y a beaucoup de triches là-dedans, 80 pays sur les combien dans le monde? 193 membres de l'ONU. 80 pays dans le monde sont membres de la francophonie. Alors il y a beaucoup de triches là-dedans. Il y a des pays qui ne sont pas francophones, qui font partie de ça, qui ont voulu en faire partie pour diverses raisons. On en parlera, si vous voulez, dans les questions. Mais en tout cas, la réalité est là, c'est qu'on cherche moins à en sortir de la francophonie qu'à y entrer. Je regrette d'ailleurs, parce que ça fait une dilution, ça fait un risque, encore une fois, que l'on court dans beaucoup d'organisations internationales, d'institutions internationales, c'est-à-dire qu'on a toujours la tentation de l'élargissement à tout va, au détriment de l'approfondissement de ce que l'on fait ensemble, qui est pourtant primordial. Alors que les crédits restent les mêmes, on continue à élargir et à diluer. Bien. Donc je ne le félicite pas forcément qu'il y ait, mais vous voyez ça, il y a 80 pays membres de la francophonie dans le monde, ça veut dire 80 pays qui ont voulu y entrer, qui y entrent encore. Lors du sommet récent de Dakar,
C'est un sommet qui a tous les 2 ans des chefs d'État et de gouvernement des pays qui ont le français en partage, comme on dit, selon la belle formule de Druon, que j'ai reprise dans mon émission à Radio Courtoisie, le français en partage. Druon, ancien secrétaire perpétuel de l'Académie française. Donc, francophonie qui a... Oui, alors lors du sommet de Dakar, il y a encore 3 pays qui sont entrés en francophonie, encore par triche, c'est une tricherie. Il y a le Kosovo, le Mexique. Il y a pas mal de francophones au Mexique, mais enfin, écoutez, c'est pas un pays francophone que je sache. Pas plus d'ailleurs que le Qatar, qui était entré 2 ans auparavant. Le Qatar, c'est le geste politique par excellence, c'est presque le geste de moquerie à la limite. Bon, on l'a laissé entrer, on a même certains dirigeants à l'époque ont été contents qu'il entrât. Sans circonflexité. Et le 3e qui vient d'entrer, c'est le Costa Rica. Ah bon, c'est déjà un peu moins criminel, ça. Enfin, le Costa Rica. Enfin, quand même, c'est pas un pays francophone non plus. Voilà, mais en tout cas, c'est ça, la francophonie. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ça fait des choses, malgré la faiblesse des crédits. Malgré la faiblesse des crédits de la francophonie, c'est une des grandes faiblesses d'ailleurs, il n'y a qu'un budget pour l'essentiel des opérateurs dont je vais vous parler de 80 millions d'euros par an. Pas grand-chose avec ça. Heureusement, il y a autre chose, il y a les coopérations bilatérales, notamment la coopération bilatérale française avec les pays membres qui s'y ajoutent. Enfin, bon, bien. Donc, c'est faible, mais il y a des opérateurs de cette francophonie. Il y en a dans le domaine de l'université, c'est l'agence universitaire de la francophonie. Il y en a d'autres dans d'autres secteurs, les maires des grandes métropoles et des capitales de l'ensemble de la francophonie, qui coopèrent entre eux dans un réseau. Et puis, il y en a un, celui-là, il est à retenir, l'exemple, les autres vous oublierez, TV5. TV5, c'est la seule télévision internationale qui existe. Ça vous fait tiquer, hein? Ça vous fait tiquer, et pourtant c'est vrai. Alors vous me direz, il y a CNN. Bon, bien sûr, il y a CNN. Il y a la BBC World Service, il y a Deutsche Welle, il y a Al-Qaïda, c'est international tout ça, on les voit là. Comment? Al Jazeera, vous avez dit Al-Qaïda. J'ai dit Al-Qaïda au lieu Al d'Al Jazeera. Ah non, oui, Jazeera. Al Jazeera, pardon. J'ai dit Al-Qaïda. On vieillit. On vieillit, c'est terrible, vous verrez quand vous aurez 80 ans. Hein? Comment? N'oubliez pas votre micro. Faut pas que j'oublie mon micro, oui, d'accord. Bon. Ah oui, il fallait me le dire avant. Hein. Bien. Donc, Jazeera et les autres, mais ils ne sont pas internationaux. Ils sont mondiaux par leur diffusion, mais ils ne sont pas internationaux par leur gestion, ce qu'est TV5, qui est dirigé par les pays les plus développés de la francophonie qui se sont mis ensemble, y compris Canada et Québec, d'ailleurs, les deux, la Belgique, la Suisse, la France, et les stations de télévision principales de ces pays-là que je viens de citer. C'est un modèle tout à fait original. Bon, je passe là-dessus. Mais retenez ça, TV5, la seule télévision internationale, vraiment internationale par sa gestion, par sa direction, si vous préférez, de la francophonie. Et puis, bien répandue maintenant, bien que ses moyens soient incomparablement inférieurs à ceux de CNN ou même de la Deutsche Welle, sans parler de Al Jazeera, et non pas Al-Qaïda. Bien. Voilà. Alors, face donc à tout ça, et la langue française en France et la francophonie font l'objet d'attaques, mais d'attaques qui viennent de ce que j'appelle l'Empire, essentiellement l'Empire anglo-saxon, mais c'est plus compliqué que ça, c'est l'Empire de beaucoup de multinationales en même temps, mais piloté plus ou moins par des entreprises surtout américaines et anglo-saxonnes plus généralement, et j'allais dire presque, enfin je le dis parfois, pour en parler dans les questions, il pourrait y avoir une question là-dessus, l'Empire anglo-saxon germain. Voilà. Alors ça s'est manifesté de bien des manières. À l'heure actuelle,
on cherche à faire passer, à persuader des pays membres de la francophonie de sortir de la francophonie pour passer à l'anglais. C'est déjà fait, naturellement, pour les 3 pays de l'ex-Indochine, c'est fait pour le Rwanda, qui était une ancienne colonie belge d'ailleurs, hein, ça fait partie des pays décolonisés, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais qui se sont mis agrégés à l'ensemble francophone. Avec le Burundi et le Rwanda, justement, il y a eu le Zaïre, c'est-à-dire actuellement la République démocratique du Congo. Mais le Rwanda, c'est fini. On attaque à l'heure actuelle la République démocratique du Congo, on attaque le Maroc, on attaque l'Algérie, on attaque, etc. Bien, question pour après. Ensuite, on attaque le cœur même de la francophonie, c'est-à-dire la France et la langue française en France. Ça a commencé quand? Ça a commencé, une chose qu'il faut retenir dans la soft power très bien organisée américaine, états-unienne, pardon, c'est 1946. Qu'est-ce qui se passe en 1946? En 1946, il y a le plan Marshall. Le plan Marshall. On est bien content d'avoir la libération de notre territoire par les Américains et par d'autres anglo-saxons, et etc., par d'autres pays. Bien content, mais pas content de les voir essayer de s'installer chez nous. Il a fallu que De Gaulle très vite crée sa monnaie et puis mettre vite ses premiers commissaires de la République. Sans ça, on aurait été, comme l'Italie, un territoire sous tutelle américaine. Bon, mais en 1940, là c'était 44, mais 46, que se passe-t-il? Le plan Marshall. On était bien content donc d'avoir la libération, certes, mais pas l'hégémonie. Mais en 1946 commence l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire la lutte culturelle. Comment? Eh bien, dans les négociations Bloom-Burns, en ce qui concerne la France, mais c'était la même chose avec d'autres pays qui bénéficiaient du plan Marshall, il y avait des contreparties au plan Marshall. Et l'une des contreparties en ce qui concerne la France, elle était culturelle, c'est-à-dire l'imposition sur nos écrans de cinéma, il n'y avait pas de télé à l'époque, sur nos écrans de cinéma d'un pourcentage minimum de 30% de films produits par Hollywood. Vous achetez une jeunesse, vous nous volez une jeunesse avec ça. Ça a commencé, ça a fleuri ensuite. Heureusement qu'il y a eu des mesures de protection un peu après par différents pays, mais des pays qui ne se sont pas protégés, ils ont vu leur industrie cinématographique tomber. Le grand cinéma italien, il en reste encore un peu, mais plus beaucoup. Les multinationales, les majors américaines ont raflé l'essentiel. Le Japon même. Le Japon, colonie américaine pendant un certain temps, il se libère à l'heure actuelle, il se relève le Japon. Mais le Japon, son cinéma, Rashomon et les grands films, etc., ça a duré un temps, puis après, plus grand-chose. Un petit peu de temps en temps, mais voilà. Donc, le plan Marshall, ça. Je passe sur les autres, pour arriver au fait que, surtout, l'ennemi principal, il est à l'intérieur, il est chez nous. L'ennemi principal par nos compatriotes, c'est-à-dire par ceux que Michel Serres, notre philosophe, qui d'ailleurs enseigne en français aux États-Unis à Stanford, Michel Serres appelle les collabos de la pub et du fric. Les collabos de la pub et du fric, il y en a beaucoup. Et il y en a énormément. Alors, il y en a énormément, au point que un linguiste éminent comme Agege, mais un de ceux qui prennent position pour défendre la langue française, et pas seulement de ces linguistes qui se contentent d'observer l'évolution des langues d'une manière neutre, Claude Agege a dit, il est avec nous, il est dans notre association, et chaque fois qu'on a besoin de lui, il vient, il a dit, nous sommes en guerre. Le 20h. Le 20h de France 2 et le 20h de TF1. Si vous le regardez, vous avez dû vous apercevoir que très souvent, à ce 20h sur 30-35 minutes, de minutes précieuses, de temps d'occupation du cerveau, comme disait Lelay, patron de TF1 à l'époque, occupation du temps de cerveau, eh bien, sur ces 35 minutes, il y a toujours 2 à 3 fois par semaine, parfois une fois, enfin, il y en a au moins une fois, soit chez TF1, soit chez France 2, une présentation, une discussion, une interrogation, une entrevue, comme on dit, avec
soit une vedette américaine, pas tellement anglaise d'ailleurs, hein, surtout pas allemande, surtout pas espagnole, surtout américaine, états-unienne, pardon, vedette, metteur en scène de cinéma, producteur du dernier film, etc., qu'il faut promouvoir pour Hollywood, et ça dure entre 2 et 5 minutes sur les 35. Vous observerez ça, vous l'avez déjà observé. Sans compter les reportages. Sans compter, oui, bien sûr. Donc ça vous est pas tout à fait étranger. Ça. Je me contente de cet exemple-là, si vous voulez, parce qu'autrement, ça sortirait de l'épure, ma conférence. Alors, comment est-ce qu'il faut résister? La résistance, comment est-ce qu'on fait pour répondre à l'une des questions qui ont été posées au début? D'abord, il faut savoir qu'il y a des institutions qui sont faites pour résister, qui sont faites pour promouvoir, pour tenir la langue, etc. Bon, il y a l'Académie française, bien sûr, sur le plan de la correction, tout ce que vous voulez. Ça date de Richelieu, d'ailleurs, ça date de 1635. Bon, elle existe toujours et elle veille une chose, elle chapeaute les commissions de terminologie qui existent pour fournir des équivalents français aux emprunts étrangers trop fréquents, trop rapides, et que l'on met trop de temps, d'ailleurs, à compenser par des équivalents français. Enfin bon, ça existe, avec des commissions de terminologie ministérielles dans des tas de ministères, ça existe, et vous pouvez trouver ça dans le journal officiel, ou sur des télés, ou sur des sites que je pourrais vous indiquer, des équivalents français. J'ai même un petit bouquin ici que j'ai apporté sur la traduction franglais-français, très intéressant. Donc vous avez des institutions, vous avez même une délégation générale à la langue française qui est placée auprès du ministre de la Culture, qui depuis quelques années s'en fiche un peu, et d'ailleurs la délégation générale à la langue française s'est appelée depuis quelque temps délégation générale à la langue française et aux langues de France, et s'intéresse plus aux autres langues de France, c'est-à-dire régionales et immigrées, qu'à la langue française. C'est la situation actuelle. Bon. Et puis alors, il y a une loi, il y a des lois, il y a notamment une loi Toubon. C'est nous, l'association, qui avions rédigé les premières esquisses de la loi Toubon, après avoir fait introduire dans la Constitution, dans l'article 2, une phrase très courte, mais très utile ensuite, c'est la langue de la République est le français. C'est dans notre Constitution, mais ça l'est depuis 92 seulement, depuis que nous avons milité pour faire entrer ça dedans, grâce à nos amis parlementaires, naturellement, parce que c'est passé par le Parlement. Et puis ensuite, on a fait sur cette base, immédiatement, ce qui est devenu la loi Toubon de 1994, du 4 août, l'abolition des privilèges. 4 août 1994, la loi Toubon, sur la protection du français, mais édulcorée, en fait réduite à la protection du consommateur et un peu à l'enseignement. Voilà. Mais en tout cas, il y a donc des lois qui existent, il y a cette constitution, on a même fait introduire, 16 ans après la première action en 92, que la francophonie devait être dans la Constitution. On s'y est repris, on avait déjà essayé en 92, on s'y est repris à toutes les révisions constitutionnelles successives, parce qu'il y en a eu depuis 92, des révisions constitutionnelles. Pour ceux qui ont fait du droit, là parmi vous, du droit public, ils le savent, n'est-ce pas, mademoiselle? Eh bien, à chaque fois, on relançait la petite phrase que nous voulions mettre aussi sur la francophonie communauté, pour faire pièce à cette Union européenne que l'on introduisait justement en 92 dans notre Constitution, en fait.